Bienvenue à tous, merci de vous joindre à nous. Je suis votre animateur Simon Duhem et j'ai une question pour vous. Diriez-vous que vous êtes un investisseur au-dessus de la moyenne? La plupart d'entre nous supposeraient probablement que oui, mais en y réfléchissant, on finirait par penser peut-être le contraire. Prenons l'exemple d'une étude faite l'année dernière par les chercheurs de la Sauder School of Business de l'Université de Colombie-Britannique. Elle a révélé que sur une période de 20 ans, les investisseurs qui ont activement négocié des actions ont enregistré une volatilité de près de 50% plus élevée dans leur portefeuille que la volatilité des investisseurs qui privilégiaient l'acquisition pure et simple. De plus, les investisseurs actifs ont souvent obtenu des rendements plus faibles, mais en fin de ils croyaient probablement aussi qu'ils protégeaient leur portefeuille contre les risques, mais en fin de compte, c'est le contraire qui s'est produit. C'est une des nombreuses erreurs courantes que les investisseurs ont tendance à faire et elles peuvent venir saboter leur rendement. Certaines de ces erreurs viennent de préjugés, des angles morts et des façons de penser, peut-être des côtés psychologiques qui viennent dans la matière de placement. Alors, dans ce webinaire, on va discuter de ces erreurs-là afin que vous puissiez, espérons-le, éviter de les commettre. Pour nous aider, je vous présente Charles-Edgar Martin, gestionnaire de portefeuille principal à Conseil de placement privé Gestion de patrimoine TD. Il compte plus de 20 ans d'expérience en gestion de placement, donc naturellement, il a vu des investisseurs commettre beaucoup d'erreurs au fil des années et il va nous faire part de certains de ces pièges courants et de ce qui peut peut-être les causer et de ce que vous pouvez faire pour les éviter. Charles, merci beaucoup de te joindre à nous. C'est un plaisir de t'avoir comme invité. Merci Simon, c'est mon plaisir. Excellent. Eh bien, allons-y avec cette conversation. Moi, j'ai excité d'entendre ton point de vue. Alors, la première question que j'avais pour toi, Charles, c'est les investisseurs sont souvent leur pire ennemi quand il s'agit de gérer leur portefeuille. Pourquoi est-ce qu'ils prennent constamment des décisions qui peuvent venir nuire à leur rendement? Alors pour moi, la base de la raison de ces erreurs, c'est que les humains sont des créatures émotionnelles. On aime penser, ou moi j'aime penser que je suis quelqu'un qui est très logique, mais en réalité, je suis beaucoup moins logique que que je penserais. Et quand je regarde des décisions que j'ai prises dans ma vie, si je magasine pour une nouvelle automobile, par exemple, pourquoi est-ce que si le vendeur est très honnête avec moi ou plus charmant, que ça influencerait ma décision? En réalité, ça devrait avoir aucune influence, mais la réalité, c'est que ça nous affecte et on considère ces choses-là quand on prend nos décisions. Et les impacts, surtout dans le monde des placements, peuvent être assez importants. Alors, je pense que une des choses que moi j'ai commencé à regarder et étudier depuis une vingtaine d'années, c'est une école de pensée qu'on appelle la finance comportementale. Et c'est un peu comme la finance et la psychologie ensemble. Et on parle il y a quelques biais cognitifs, comme on dit en psychologie, qui sont assez communs pour les investisseurs. Une, je vais vous en parler de quatre maintenant. Un, c'est la confiance excessive dans nos pouvoirs comme investisseurs, la comptabilité mentale, l'aversion aux pertes ou la peur du regret. C'est des biais cognitifs qu'on va discuter aujourd'hui dans notre présentation. Et je pense que, comme j'ai dit, l'émotion, le fait qu'on est émotionnel est à la base de ces problèmes-là. Et je dirais qu'il y a deux émotions qui sont extrêmement dangereuses comme investisseur, et c'est vraiment la peur et la cupidité. Et presque toutes les erreurs de placement qui vont être commises, je pense, ont leur racine dans la peur et la cupidité. On a vu plusieurs périodes dans l'histoire, où moi j'en ai vu au moins, où on avait une exubérance irrationnelle, un terme qui a été employé il y a quelques années. Les choses qui me viennent en tête quand je pense d'exubérance irrationnelle, c'est le cannabis il y a quelques années, la période où tout le monde se garochait sur les compagnies de technologie récemment, et on a vu ça aussi dans les années 90, et même les crypto-devises dernièrement, où quand on regarde juste le côté positif. Puis il y a aussi l'autre côté, la peur que j'ai mentionné. Ben, chaque fois que j'ai passé à travers une récession,
le mot dépression est sorti et les journaux, le monde me parlait, est-ce que cette récession va être une dépression? Et je pense que ça, c'est un peu excessif. Une dépression, c'est quand même assez sérieux. Mais chaque fois qu'il y a un événement négatif, on craint le pire. Si on est quelqu'un qui a peut-être fait des erreurs comme ça auparavant ou a reconnu que mon comportement ou la façon que j'ai géré cette situation-là, c'est peut-être une erreur, comment je pourrais faire en sorte, en tant qu'investisseur, de m'empêcher de faire cette même erreur-là? Peut-être plus côté irrationnel. On parlait d'émotionnel contre rationnel. Comment on peut éviter ça dans le futur, de le faire encore une fois? On a l'impression qu'on est toujours en train de vivre une situation unique, mais chaque fois qu'on prononce les mots cette fois c'est différent, il y a des bonnes chances que les mots qui vont suivre vont être dangereux comme stratégie de placement. C'est des instincts qu'on a qui nous amènent dans cette direction-là. Une fois qu'on est conscient qu'on a ces instincts-là, peut-être qu'on peut pas écouter les mauvaises voix, puis écouter les bonnes voix. Alors, c'est important de savoir qu'on a ce biais. C'est difficile de pas paniquer. Puis j'entends, je sais pas combien de fois que j'ai entendu des clients qui me disent, surtout dans les périodes difficiles, parce que j'ai rarement vu quelqu'un paniquer quand ça va bien. Arrête, vends tout, ça va trop bien, j'en peux plus. J'ai jamais entendu ça. Mais ce que j'entends de temps en temps dans les périodes difficiles, c'est arrête, vends mes actions, j'en peux plus, tout ce que je lis est mauvais. Et souvent, on va dire, j'aimerais vendre parce que on est dans une période de grande incertitude. Quand les choses vont se calmer, je vais racheter. Quand on entend cette explication, on dit, ben oui, c'est une bonne stratégie. Vendre quand il y a de l'incertitude et racheter quand les choses se calment. Mais quand on y pense, le prix on va vendre aujourd'hui, ou le moment où il y a une grande incertitude, est-ce que ce prix-là va être plus haut, plus bas, ou le même que le prix qu'on va payer pour racheter quand les choses sont calmes ou quand les gens sont plus optimistes? Puis la réponse simple, c'est quand les gens sont optimistes, le prix est plus élevé. Quand il y a de l'incertitude, le prix est bas. Alors de dire que je vais vendre quand il y a de l'incertitude pour racheter quand les choses se calment, c'est une stratégie qui va garantir des pertes. Alors je pense que la réponse à ta question, c'est d'être conscient qu'on a ce biais, de connaître les deux phrases dangereuses. Cette fois, c'est différent. Où je vais vendre dans une période d'incertitude pour racheter quand les choses se calment. Quand on s'entend dire ça, on est probablement sur le point de commettre une grosse erreur. Ouais, c'est absolument vrai, Charles, parce que c'est ça, c'est tellement plus facile de se fier au négatif et c'est ça, en fait, la prochaine question, parce que quand on est dans une période d'incertitude et juste en général, ces jours-ci, les investisseurs, ils ont accès à plus d'informations que jamais, soit par les médias financiers ou autres, les médias en général, les médias sociaux. Alors, comment est-ce que notre consommation médiatique pourrait venir renforcer certains des biais dont tu viens de parler qui pourrait arriver dans la vie d'un investisseur? Alors moi, je pense qu'il y a un biais extrêmement négatif dans les médias et je les blâme pas parce que c'est ce qu'on veut consommer. S'il y a un programme de nouvelles à la télévision qui donne juste des bonnes nouvelles, il y a personne qui va écouter ça. Alors, ce qu'on reçoit, c'est juste le côté négatif. Même quand ça va extrêmement bien, on ne va pas en parler parce que le monde ne sont pas vraiment intéressés. Alors, si on prend nos décisions de placement basées sur les nouvelles qu'on consomme dans les médias traditionnels, on a probablement un biais extrêmement négatif. Je vais vous donner un exemple, une anecdote qui me vient en tête maintenant, qui était assez intéressante. Puis en janvier 2015, il y avait un article, premièrement, c'est une période très difficile pour les marchés, un peu similaire à ce qu'on est en train de vivre maintenant, de certaines façons. Il y avait un risque de récession en Amérique du Nord qui avait augmenté de façon importante. Et la préoccupation, c'était est-ce qu'on va aller en récession ou non? Alors finalement, on n'a pas eu de récession en 2015, mais en janvier 2015, c'était vraiment la préoccupation. Puis un matin, j'ai reçu, je pense,
4 courriels, un après l'autre, puis il y avait un article qui avait apparu dans quelques différents médias qui attirait beaucoup l'attention de mes clients. Comme je dis, tout le monde me l'envoyait. Puis j'étais au téléphone avec un client qui me parlait de ce même article-là. Puis l'entête de l'article, c'était quelque chose comme le stratège en chef d'une des 50 plus importantes banques au monde prédit une récession prochainement. Et sa recommandation, c'était de vendre toutes les actions dans les portefeuilles des investisseurs des clients de la banque. Alors, assez préoccupant quand on entend ça, on dit « Wow, ça c'est quand même assez extrême comme recommandation. » Puis mon client était préoccupé par cette entête-là. Alors, j'ai dit, sans lire l'article, je vais juste vous dire une autre façon de mettre le même, de changer l'entête de l'article, puis probablement refléter ce qui était dans l'article, sans l'avoir lu. Alors, au lieu de dire le stratège en chef d'une des 50 plus grosses banques au monde prédit une récession et recommande de vendre toutes vos actions, moi, j'aurais dit 49 des 50 stratèges des plus grosses banques au monde disent que tout va très bien. En réalité, c'était le même contenu. Il y avait un des stratèges d'une des 50 plus grosses banques au monde qui prédisait une récession. Les 49 autres disaient que tout allait être correct. Mais de dire que tout va bien et tout va être correct, personne ne va lire l'article. Alors, en réalité, la situation était, les stratèges étaient assez unanimes à dire que tout devrait bien se passer, mais ce qui sortait, c'était vraiment la mauvaise nouvelle. Alors, vous voyez comment le biais négatif des médias peut vraiment nous influencer à percevoir un danger qui est beaucoup plus important. Et je dirais d'être vraiment au courant de ce biais négatif-là, d'essayer de trouver nos informations dans des médias non traditionnels aussi. Alors, des statistiques, des données sont des fois plus révélateurs qu'une média qui essaye d'attirer notre attention. Alors maintenant, commençons avec, parce que je suis vraiment intéressé de savoir, on a parlé beaucoup de biais cognitifs et des choses comme ça, et il y a beaucoup d'erreurs de placement que tu as probablement vu, Charles, avec toute ton expérience. Et la première qu'on entend souvent, c'est d'anticiper le marché. Alors, qu'est-ce que ça signifie, premièrement, d'anticiper le marché? Est-ce que ça se fait? Et pourquoi ça pourrait venir avoir un effet négatif des fois sur le rendement de nos placements? Je pense que c'est une des erreurs les plus communes que je vois. Puis en anglais, on appelle ça timing the market. Aussi, j'entends régulièrement des clients dire, ils vont m'appeler puis ils vont dire, je sais pas de timer le marché, mais puis ce qui suit, c'est une stratégie pour timer le marché. Alors, ça, c'est une autre phrase dangereuse quand je dis, j'essaie pas de timer le marché, mais tu es en train de sortir une stratégie pour timer le marché et les chances que tu vas réussir sont très, très basses. Il y a une étude qui a été réalisée, puis là, je vais le lire sur mon écran parce que je ne l'ai pas mémorisé, mais c'est assez important, puis j'en ai vu plusieurs recherches, études qui ressemblent à celle-ci. Celle-ci a été réalisée par la Bank of America l'année dernière, alors c'est en 2021, qui a montré qu'un investisseur qui a manqué les 10 journées les plus performantes de l'indice S&P 500 chaque décennie, alors 10 par décennie, depuis 1930, aurait eu un rendement total de 28%. Cependant, s'ils étaient restés stables à travers les hauts et les bas, le rendement aurait été de 17 715%. À imaginer, manquer 10 journées à chaque décennie a baissé le rendement de 17 000% à 28%. Chaque fois que je vois ces résultats-là, c'est des recherches ou des études qui ressemblent à celle-ci, je suis jamais surpris parce que je le vois moi-même. Les meilleures journées, moi j'ai constaté que les meilleures journées sur les bourses sont habituellement après les pires journées et les meilleures journées sont quand on est entouré de pessimisme extrême. Alors,
non seulement les journées, manquer quelques bonnes journées peut vraiment affecter votre rendement de façon extrêmement importante, mais moi, je dirais que les journées que vous êtes plus susceptibles à manquer dans une décennie sont ceux qui seront les grosses journées. Alors, comme meilleure pratique, moi, je pense que d'avoir une stratégie d'investissement systématique sur le long terme a une tendance à surperformer une stratégie de timing, d'anticipation du marché, et je dirais par un pourcentage assez important. Puis moi, je me fie un peu au côté logique sur ça. Je sais que la bourse, historiquement, monte à peu près 3 années sur 4. Alors, si je reste investi, j'ai 75% de probabilité de gagner. Chaque fois que je dis, OK, je vais rester cash parce que je pense que ça va baisser, j'ai 25% de chance d'avoir raison. Pour moi, 75, c'est beaucoup plus élevé que 25, puis je suis prêt à perdre 25% du temps, sachant que je serai là dans les bonnes années, puis sachant aussi, comme l'étude de la Bank of America montre que les résultats peuvent être affectés de façon dramatique. La prochaine erreur qu'on entend souvent parler, c'est au sujet de se laisser prendre peur de rater une occasion, en fait. En anglais, c'est ce qu'on appelle le FOMO, le FOMO. C'est le fear of missing out. Donc, on est quelqu'un qui, naturellement, on est peut-être poussé d'une manière à l'autre d'investir dans la dernière tendance du marché. Peu importe ce que c'est, on avait parlé tantôt que peut-être c'était des actions technologiques, des actions peut-être dans le domaine du cannabis, peu importe la tendance du marché. Des fois, comment on peut faire en sorte que de pas trop se fier à ça et pour faire en sorte que suivre cette tendance-là, est-ce que ça peut se retourner contre nous si on décide de le faire? Quand on est en groupe, en général, on fait moins de recherches. Puis on fait moins de vérification des faits parce qu'on dit, ben, tout le monde dit ça, alors ça doit être vrai. Puis un bon investisseur fait toujours ses recherches. Je vais vous donner quelques exemples qui, pour moi, sont importants. La technologie, ben, j'ai mentionné les années dernièrement, le portefeuille COVID, qui était beaucoup axé sur la technologie. Mais il y avait aussi les années 90, pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi, par exemple, qui ont vécu ça. C'est assez épouvantable la façon que le monde investissait sans regarder. Et je vous avoue que c'est une des périodes où j'ai pris une bonne décision. J'étais jeune gestionnaire de portefeuille dans les années 90, puis au début des années 90, j'étais investi dans les compagnies de technologie parce que je comprenais ça. C'était le monde de mon âge qui comprenait ça. Puis vers la fin des années 90, je croyais que les prix étaient trop élevés. Puis tout le monde dans mon bureau disait, Charles, c'est le plus vieux jeune homme du bureau. Il est plus jeune, mais il comprend pas ce que les jeunes comprennent, puis on riait un peu de moi, puis c'était tout pour être de façon gentille. Mais je vous avoue que ça m'influençait, puis je me demandais est-ce que je suis le seul qui comprend pas que la technologie va vraiment changer nos vies, puis ça va c'est une opportunité d'investissement. Puis heureusement, j'ai gardé ma philosophie, puis j'ai pas rentré dans les stocks de technologie que j'avais vendus, puis ça a protégé mes portefeuilles de façon importante. Tu as parlé du cannabis. Il y a quelques années, on disait ça devient illégal au Canada, alors le monde achetait n'importe quoi sans regarder faire leur recherche. Et oui, c'est vrai j'imagine qu'il y a plus de compagnies qui font de l'argent avec la fabrication de cannabis, mais je pense qu'un des gros problèmes était que les prix étaient à des niveaux insoutenables. Puis, il faut toujours faire nos recherches. Alors, je pense que quelqu'un qui aurait fait les recherches aurait dit, oui, les ventes vont augmenter, mais au prix qu'on paye, on ne pourra jamais faire de l'argent. Alors, c'est important de faire ces recherches, de comprendre qu'on a un instinct qui veut qu'on reste avec le groupe. Une bonne occasion maintenant de poursuivre vers la prochaine erreur sur votre liste, Charles. C'est de rechercher des performances presque surréalistes, vertigineuses à tout coup. Alors, pourquoi cette stratégie-là peut-elle nuire à un portefeuille? Moi, je pense que l'anecdote qui me vient en tête, c'est le baseball, puis on s'en sert souvent dans notre industrie, quelqu'un qui essaie de frapper des coups de circuit, des home runs.
Ben moi, je jouais au baseball quand j'étais jeune, puis je sais que si j'ai l'élan pour frapper un home run ou un coup de circuit, j'ai beaucoup plus de chances de faire un retrait au bâton, strikeout. Alors, puis c'est un fait, c'est ceux qui frappent le plus de coups de circuit font plus de strikeout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde des investissements? Si je cherche la compagnie qui va doubler ou tripler et j'investis seulement dans des compagnies que je pense qui vont doubler et tripler, j'ai des bonnes chances de perdre tout mon argent ou d'avoir un rendement beaucoup, beaucoup inférieur aux moyennes. Alors, c'est un peu la raison que c'est dangereux. C'est quand on prend des risques énormes, les résultats sont soit extrêmement bons et la plupart du temps très mauvais. Il n'y a rien de mal d'avoir une partie de notre portefeuille qui est dans des stratégies qui sont extrêmement agressives si on sait qu'on a plus de chances de perdre une bonne partie de notre capital avec cette stratégie-là. Et le montant qu'on consacre à cette stratégie est un montant qu'on est prêt à perdre. Je pense que quand on le fait de cette façon-là, on risque d'être correct. Il n'y a personne je pense qu'il n'y a personne qui veut spéculer avec leur fonds de retraite puis dire, OK, j'ai des bonnes chances que ça fonctionne pas puis que je peux jamais prendre ma retraite, mais si ça fonctionne, je deviendrai milliardaire. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dirait, l'idée que j'ai plus de chances de jamais être capable de prendre ma retraite me préoccupe, puis ça vaut pas la peine. Alors, faut être honnête avec soi-même, puis pas d'être, encore une fois, le biais cognitif qu'on pourrait dire, c'est d'être trop confiant dans nos moyens. Alors, faut être honnête de ce côté-là, puis réaliser que ceux qui essaient de frapper le coup de circuit ont plus de chances de faire un retrait au bâton. OK, puis quelque chose en fait que des fois est la réalité, c'est que certains investisseurs trouvent ça difficile d'avoir la confiance nécessaire pour investir dans les titres qui n'ont pas donné de bons résultats récemment. Donc, des fois, c'est difficile de se mettre en question. OK, j'ai acheté ce titre-là, le prix a baissé. Comment est-ce qu'on peut faire pour réorienter notre réflexion, pour rester un peu plus concentré sur le portrait d'ensemble, le big picture? Donc, juste parce qu'on sait que récemment, ça ne s'est pas bien performé, comment faire en sorte que OK, oui, c'est pas la meilleure performance. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on en achète plus? Comme, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Ouais, puis c'est vrai, puis le contraire est vrai aussi, c'est qu'on est vraiment attiré par ce qui a monté le plus l'année passée. Euh, Ça nous tente d'acheter le stock qui a monté de 200% l'année passée. On dit, waouh, ça c'est une compagnie qui va vraiment bien. Euh, Par contre, le 200% de rendement, c'est dans les poches de quelqu'un qui l'a acheté l'année passée, pas nécessairement nous. Ben, pas nous. Puis le passé, ben, c'est pas nécessairement garant de l'avenir. Souvent, l'erreur que le monde va faire, c'est que c'est plus facile à identifier une tendance long terme pour une industrie, mais de savoir le joueur qui va en bénéficier le plus, c'est pas évident. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on achète une très bonne compagnie à un prix ridicule. Et si on achète une compagnie qui est très bonne, mais que le prix est juste trop élevé, ça peut être une très bonne compagnie peut être un très mauvais placement. C'est comme si j'achète une compagnie qui fait 1 dollar de profit, et si je paye 10 dollars pour cette compagnie-là, mon rendement comme investisseur dans la compagnie, c'est 1 divisé par 10. J'ai payé 10, j'ai 1 dollar de profit, 10% de rendement. Si cette compagnie-là augmente ses profits dans les 5 prochaines années jusqu'à 2 dollars, ben mon rendement va être vraiment assez important, puis probablement que le prix aura monté. Maintenant, si j'ai acheté cette même compagnie-là qui donne 1 dollar de profit pour 100 dollars, maintenant mon rendement est de 1%. Je pourrais m'acheter un CPG à la banque qui paye plus. Et même si les profits dans les 5 prochaines années vont doubler, alors la compagnie a très bien fait, elle a doublé ses profits dans 5 ans, ça représente 2% sur mon placement initial. J'ai acheté une très bonne compagnie à un prix où je serais probablement, ben ça serait très difficile pour moi de faire un rendement qui a de l'allure au prix que j'ai payé. Alors le problème que j'ai
j'ai commis, ou l'erreur que j'ai commis, c'est que j'ai pas regardé le fondamental, j'ai pas regardé les profits vis-à-vis du prix que je payais. Des choses que j'aime regarder quand je fais ma recherche sur les actions individuelles, j'aime regarder la tendance des revenus. Alors, est-ce que les revenus sont en train d'augmenter? J'aime regarder les statistiques ou les ratios de rentabilité. Alors, c'est comme je vous ai mentionné, les profits divisés par le prix. J'aime regarder le flux de la trésorerie parce que ça, c'est une façon de nettoyer un peu les profits d'une compagnie. Puis j'aime regarder les flux de la trésorerie, la tendance, est-ce que c'est en montant? Et aussi comme pourcentage du prix que je vais payer, est-ce que comme investisseur, c'est un rendement qui a de l'allure pour le prix que je vais payer? Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est de vraiment faire, encore une fois, une étude fondamentale, faire notre recherche et de savoir qu'une bonne compagnie n'est pas nécessairement un bon placement. Le prix qu'on paye est important. Alors souvent, la stratégie, c'est d'acheter une très bonne compagnie quand le prix a baissé, le prix n'a pas bien performé dernièrement. Parfait. Eh bien, passons maintenant à la quatrième erreur sur la liste, qui est de laisser son ego intervenir dans les décisions de placement. Alors, comment est-ce que la fierté en soi, en tant qu'investisseur, peut nous amener à agir des fois contre nos propres intérêts? Alors moi, le biais cognitif qui vient en tête, c'est la comptabilité mentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis on le voit souvent, c'est que je paye 100 dollars pour une action et quelques mois plus tard, ça va mal. L'action est à 50 pièces, on va dire. Um, Puis la raison que je vends pas, c'est parce que j'attends que ça revienne à 100 dollars. Alors, on est comme ancré sur ce prix qu'on a payé là, puis on attend que quelque chose va arriver pour amener le prix à ce niveau. Et moi, je pense que c'est la mauvaise façon d'investir. Premièrement, si une compagnie va mal, si les perspectives de placement ont changé depuis que j'ai acheté et que je ne serais pas prêt à acheter à 50 dollars, pourquoi est-ce que je détiendrais l'action à 50 dollars si je ne serais pas prêt à l'acheter à ce prix-là? Puis si la raison, c'est parce que j'attends que ça revienne à 100 dollars, c'est pas une bonne raison. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut évaluer notre portefeuille avec les prix d'aujourd'hui et la réalité d'aujourd'hui qui est toujours, pas toujours, presque toujours différente de la réalité quand on a acheté la compagnie. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est pire, mais on veut réanalyser la compagnie basée sur les nouvelles perspectives et les nouveaux prix. Et il faut oublier la comptabilité mentale. Moi, j'essaie d'oublier le prix que j'ai payé pour une compagnie. Une fois que je l'ai acheté, j'essaie d'oublier ça parce que ça m'aide pas. D'ailleurs, ça me force à prendre des décisions que je voudrais pas prendre, qui vont pas m'aider à faire de l'argent. Alors, une autre chose que j'aime faire aussi, c'est que j'aime réviser mes résultats. Alors, quand je vends une position ou à la fin d'une année, je vais prendre l'exemple de la fin de l'année. À la fin de l'année, je vais reviser toutes les positions que j'ai eues durant l'année. Puis, je vais essayer de voir, identifier est-ce que c'était un placement qui était bon dans le contexte qu'on a vécu, est-ce que c'était neutre ou est-ce que c'était mauvais. Puis après ça, j'essaie de voir pour quelle raison est-ce que le résultat était bon. Alors, si j'ai vraiment, vraiment bien performé avec une compagnie, est-ce que c'était à cause du talent? Alors, j'ai pris des bonnes décisions basées sur des bonnes raisons, ou est-ce que j'ai été chanceux? Parce que des fois, j'ai été chanceux. Puis si je commence à me donner du crédit pour la bonne chance, je risque de faire des erreurs et avoir trop de confiance. Si par contre, je vois que le résultat était bon, basé sur des bonnes décisions, d'abord, je me dis, OK, c'était des bonnes décisions que j'ai prises et ça a fonctionné. Alors, je vais essayer de répéter cette façon d'analyser les compagnies. Mais c'est important de voir quand on a été chanceux, puis de pas prendre le crédit pour la bonne chance. Alors, je pense que important d'être honnête avec soi-même comme investisseur. Encore une fois, les meilleurs investisseurs que je connais étaient peut-être un peu arrogants au début, mais sont très humbles avec le plus d'expérience qu'ils prennent. Rester humble comme investisseur, je crois que c'est très important.
Excellent, ben, bon conseil là-dessus. Et puis j'avais une dernière question pour toi, Charles. Malheureusement, c'est la dernière pour aujourd'hui. C'est sûr que j'en aurais plusieurs d'autres si on avait le temps. Mais la dernière que je voulais te poser, c'était au sujet du biais de confirmation. Alors, qu'est-ce que c'est, premièrement, le biais de confirmation et quel type d'impact que ça pourrait venir avoir sur notre portefeuille si c'est pas quelque chose qu'on tient en compte? Oui, c'est tellement important. Alors, le biais de confirmation, encore une fois, une anecdote. Moi, j'aime me servir d'anecdotes parce que c'est comme ça que je me souviens des choses, puis ça a plus d'impact pour moi. Euh, alors, je vous dirais qu'on est en 2001 et je parlais à quelqu'un qui pratique le même métier que moi, puis il voulait qu'il disait, si on ferait nos recherches sur Nortel, c'était dans le temps, c'était la compagnie la plus connue au Canada, et c'était au début de la baisse du prix de Nortel, qui était assez importante. Nortel était la plus grosse compagnie au Canada, un pourcentage énorme de notre indice, qui était le TSE 300 dans le temps. Euh, et il disait, OK, fais tes recherches, moi je ferai les miennes, puis on va te présenter nos résultats. Alors lui est sorti avec des recherches extrêmement positives, c'était le temps d'acheter, puis toutes sortes il avait toutes sortes de euh, bons analystes et de gestionnaires de portefeuille qui disaient des bonnes choses sur Nortel. Et moi, j'avais l'autre point de vue. Alors moi, j'avais, encore une fois, autant de bonnes personnes, de bons gestionnaires, de bons analystes qui avaient une opinion complètement à l'opposé de ce qu'ils avaient trouvé. Et ce qu'on était en train de faire, les deux, on se servait de notre biais de confirmation. On cherchait juste la recherche confirmait ce qu'on croyait déjà. Alors, en réalité, c'était pas de la recherche qu'on faisait. On cherchait de l'information pour se sentir plus confortable dans la décision qu'on avait déjà prise. Alors, il n'y a aucun bénéfice à cet exercice, et même, je dirais que c'est très dangereux parce on devient encore plus confiant dans une position. En réalité, puis ça, c'est un peu avec mon thème d'être humble, c'est important moi, ça aurait été important que je lise ses recherches et que lui lise les miennes, puis on aurait un point de vue un peu plus neutre, et je pense qu'on serait sorti plus intelligent. Alors, pour moi, meilleure pratique comme investisseur, c'est d'être, encore une fois, au courant du biais de la confirmation. C'est la nature humaine. On cherche du monde qui pense comme nous. On cherche de la recherche qui confirme ce qu'on croit déjà. Et comme investisseur, c'est très dangereux. Alors, être conscient qu'on a ces biais-là et d'essayer de chercher même, je dirais, de la recherche et de l'information qui est neutre ou même complètement à l'opposé de ce qu'on croit déjà pour se donner un défi, puis un défi sur nos croyances. Et je pense que quand on s'est donné ce défi-là, c'est soit on devient toujours plus solide dans notre conclusion. Et je pense que on devient un meilleur investisseur quand on recherche des opinions qui diffèrent de les nôtres. Eh bien, c'est sûr que moi, j'ai une autre question qui m'est venue à l'esprit. Alors, c'était un peu plus vers le sujet où si on parle du biais de confirmation en tant que tel, est-ce qu'il y aurait des mesures à prendre pour savoir l'éviter dans les décisions de placement? Donc, on sait que ça existe et on veut éviter ça. Et de quelles mesures prendre à ce niveau-là? Oui, alors moi, ce que je fais en pratique, encore une fois, j'essaie de trouver des informations qui sont différentes de ce que je pense. Puis dernièrement, j'ai commencé à me servir de ce que j'appelle une journée pessimiste. Sachant que normalement, mon biais, c'est de trouver de l'information qui confirme ce que je crois déjà. Alors, j'ai une journée où je dis, si je considère acheter compagnie ABC et j'ai tout bâti ma thèse, ben là, j'ai ma journée pessimiste où je cherche seulement de l'information qui va contre ma thèse. Et c'est vraiment utile. Premièrement, c'est comme j'ai dit, je deviens mieux informé à la fin de l'exercice. Puis une autre chose que je trouve que ça m'a aidé beaucoup, c'est que plusieurs personnes disent que la décision la plus difficile en investissant, c'est pas la décision d'achat, c'est la décision de vente. Puis je crois que
moi aussi, je crois que c'est la décision la plus difficile. Quand vendre nos actions? Puis je pense que quand j'ai fait cette recherche avec ma journée pessimiste, ce qui arrive, c'est que je suis plus au courant des dangers dans les positions que je décide d'acheter. Et ce que je fais, c'est que j'ai comme identifié les deux, trois plus grands risques dans chaque idée chaque investissement que j'ai. Et ça m'aide dans ma décision de vente. Quand je vois que le plus grand risque commence à se manifester, euh, je suis déjà au courant que ce risque-là peut être majeur parce que je l'ai déjà regardé en profondeur et ça m'aide à prendre une décision de vente. Euh, alors, c'est d'avoir, pour répondre à ta question, une journée ou une heure pessimiste où je recherche seulement de l'information qui va contre ma thèse et j'essaie de, même si je décide de rester avec ma thèse d'investir dans l'action, par exemple, au moins je reste avec un ou deux ou trois plus grands risques à identifier ou à suivre pour l'idée de placement que je viens de faire. Eh bien, merci beaucoup, Charles. J'ai beaucoup appris personnellement. J'ai eu vraiment beaucoup de valeur qui est sortie de notre conversation. C'est malheureusement seulement 5 questions, mais on s'en va nulle part, Charles, parce que on va avoir une période questions dans un instant avec tous les participants au cours. Donc, si jamais il y a eu quelque chose qui n'a pas été clair ou que vous aimeriez que Charles et moi, on vous réponde, absolument. Ça s'en vient dans un instant. Mais avant ça, je voulais juste vous rappeler à tout le monde qu'on offre beaucoup d'autres ressources éducatives. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur comment investir sur la bourse, quels sont les types de produits, quel type de compte, nous, on offre beaucoup de vidéos sur demande. Donc, ça, vous pouvez trouver ça sur notre plateforme Courtier Web ou même notre page YouTube, ainsi que des classes de maîtres en direct aussi. Donc, ça, c'est un peu plus théorique. On s'en va vers un sujet en tant que tel. Donc, on a parlé beaucoup aujourd'hui de l'analyse fondamentale, la psychologie. Donc, si vous désirez en savoir plus, on a une session où on présente un certain sujet comme celui-ci et on prend des questions du groupe. Donc, si ça pourrait vous aider, on a ça aussi. Et finalement, des webinaires comme celui-ci, donc pour vous aider dans vos propres décisions de placement, parce qu'on sait qu'en tant qu'investisseur autonome, c'est des fois intimidant. Il y a beaucoup d'informations à savoir. Donc, si n'importe quoi de ce qu'on a parlé, vous désirez en savoir plus, voilà quelques ressources assez intéressantes. Et si vous avez aimé cette présentation, n'oubliez pas de consulter notre horaire pour d'autres événements à venir. On adore vous voir le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on donne les cours. Alors, sans plus tarder, allons maintenant avec la période questions en direct. Donc, merci encore une fois, Charles, et à tout de suite, tout le monde.